Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est toujours la même histoire. Grand sentiment, idée généreuse, profession de foi, la main sur le cœur, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Et puis à la fin, c'est toujours la loi du marché qui gagne. Nouvel exemple avec ce qui est en train de se passer dans les forêts françaises. La COP21 avait énoncé il y a 3 ans de grands principes pour ralentir le réchauffement climatique de la planète. Diminution des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, diminution de la part du charbon et des hydrocarbures dans la production énergétique au profit du développement des énergies renouvelables, politique des transports en ville privilégiant le collectif à la voiture individuelle, préservation des espaces naturels, dont les forêts, j'en passe et des meilleurs, qui au final avaient tiré des larmes à Laurent Fabius, le président de ce grand raout annuel qui, en 2015, se déroulait à Paris. Mais 3 ans plus tard, on ne l'entend plus guère, l'ancien président de la COP21, alors que par contre, les agents de l'Office national des forêts lancent un cri d'alarme face à ce qu'ils appellent le danger de la surexploitation des forêts domaniales françaises, 4,6 millions d'hectares, le quart des forêts hexagonales appartenant à l'État français, dont notre bien commun, mais régi de plus en plus par la loi du marché. Je m'explique. Depuis sa création en 1964, l'ONF, organisme d'État dépendant directement du ministère de l'Agriculture, a un mode de financement plutôt bancal qui dépend de la vente du bois auquel s'ajoutent quelques subsides gouvernementaux, subsides en nette baisse ces derniers temps. Depuis la grande tempête de 1999 et ses centaines de milliers d'arbres étêtés, déracinés, abattus, le marché est traumatisé. Afflux massif de bois sur un marché atone entraîne un effondrement du prix de la matière première. On évalue à cette époque-là à 500 millions d'euros la perte pour l'organisme de gestion de la forêt publique, qui depuis couple de plus en plus d'arbres pour remplir ses caisses au détriment de certaines missions jugées moins rentables, comme celles liées à l'environnement ou à l'accueil du public ou à la surveillance. Depuis 20 ans, le volume de bois coupé a augmenté d'un tiers, alors que les recettes provenant de ces ventes ont baissé, elles, de 35%. Cherchez l'erreur. De plus, cette politique d'exploitation se fait selon le principe des coupes blanches, c'est-à-dire qu'on coupe massivement sur plusieurs centaines d'hectares les forêts, laissant ensuite ces parcelles complètement nues en attente d'un éventuel essaimage naturel ou de replantation pas assez importante en essence et pas assez diversifiée pour assurer la reconstitution de la ressource. Mais que voulez-vous? La coupe blanche, c'est plus rapide et c'est plus facile à faire. C'est plus facile à faire qu'une coupe sélective et donc c'est plus rentable. Mais cela fait néanmoins des ravages. Laissé à nu, le sol s'abîme, l'humus s'appauvrit et n'est non plus un lieu favorable à la diversité biologique et animale. C'est tout un écosystème qui fait les frais de cette gestion bêtement industrielle et c'est tout cela qui se fait dans un silence de cathédrale, malgré la mobilisation des salariés de l'ONF qui viennent de se rassembler, c'était le 25 octobre dernier, dans l'Allier, pour alerter contre cette liquidation en cours. Pour eux, et définitivement, la forêt n'est pas qu'une usine à bois, mais reste surtout une formidable réserve en eau, en air et en biodiversité, qu'on se le dise et répète. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 30e saison, réalisé ce soir en
encore par Jérôme. Dans un instant, je recevrai Mégane et Christophe Rimland, interview enregistrée ce matin, à l'occasion de la sortie de leur premier album, Les Radiations de Suzanne Ribes, et de la fête de sortie d'album qui aura lieu en suivant, jeudi prochain, 8 novembre, à l'espace Job. Et puis en fin d'émission, j'essaierai de joindre Marc Desmereaux au téléphone. Marc Desmereaux qui ce soir, à partir de 20h30, joue à l'impro avec le Tigre des Platanes. Mais on commence tout de suite par l'autre concert de la semaine, vu hier au Bijou, Aïda Sanchez, l'extraterrienne. Aïda Sanchez accompagnée d'un quartet merveilleux, guitare, contrebasse, violon ou trompette et batterie. Musicien étincelant au service du nouveau répertoire d'Aïda. Répertoire engagé et poétique, évoquant l'amour, la mort, le sexe, la folie, avec un parti pris libertaire, une poésie lumineuse, une bonne humeur communicative et une pêche jubilatoire. Et ce soir, Aïda Sanchez remet le couvert. Ça se passera toujours au Bijou à 21h30. Un concert largement recommandé par la maison. Aïda Sanchez, résidente permanente, c'est caramel mou et c'est tant mieux.
d'heure, j'ai fait asile. J'étais élu pour domicile, brouillant mes cartes, radios et radars. Je nous ai laissés au hasard. Quand d'étrangères clandestines t'as fait trembler toutes mes terres, bravant mes luttes intestines, j'ai fait de toi résidente permanente de mon cœur. Tu es l'habitante, tu moves dans mon open delta, sans green card ni autre visa. Résidente permanente de mon cœur, tu es l'habitante, tu moves dans mon open delta, sans green card ni autre visa. Absolutely free, absolutely free, absolutely free. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Metz, c'est un duo. Lui, Christophe Rimland, joue de la guitare et des claviers et autres machines. Elle, Megan Rimland, joue de la basse, des machines et autres claviers également. Ensemble, ils arpentent depuis 2015-2016 les scènes hexagonales avec un set électro-chanson assez planant, poétique, à l'énergie sous-jacente et souvent retenue juste de justesse. À quelques jours du concert de sortie d'album, leur deuxième, Les Radiations de Suzanne Ribes. Ça se passera le 8 novembre prochain à l'espace Job. Le duo Metz est notre invité du jour. Bonjour Metz. Bonjour. Je m'hasardais en introduction de cet entretien à définir votre projet comme électro-chanson. Vous adhérez à cette définition? Oui. Ouais. C'est très bien. Bon, ben, très bien, la dernière fois je m'étais complètement planté en vous définissant comme rock. Allez, je vous propose tout de suite d'écouter un premier morceau de ce deuxième album, Les Radiations de Suzanne Ribes, et on va écouter le morceau éponyme. La pluie sanglotante, elle observe les autres passer, elle interroge sa clope, salope, claque murée dans ses pensées, elle observe les autres passer. Rit-elle pour moi, rit-elle pour eux? Rire c'est trop dangereux avec sa petite gueule. Le long de ses bras je m'écoule, dans le creuset de ses mains elle moule ma petite gueule, ma petite gueule. Suzanne Ribes, Paris dans le désert du Kalahari. Des armées de mammifères déferlent sur la savane avec sa petite gueule, sa petite gueule. Suzanne Ribes. Qui peut catapulter
l'envoyer en l'air, l'envoyer en l'air. Voilà, Metz, premier morceau de cet album qui s'apprête à sortir, qui est déjà sorti, mais dont la sortie sera fêtée jeudi prochain, 8 novembre, à l'espace Job. Et le morceau, c'était Les Radiations de Suzanne Ribes. Qui est Suzanne Ribes, Christophe? Suzanne Ribes, c'est un personnage fictif sur lequel se réfère l'ensemble des chansons. Ça nous sert de trame sur l'ensemble des chansons. En fait, toutes les thématiques sont autour du couple et ça pourrait très bien incarner la partie féminine de ce couple. Voilà. Le couple qui reste votre principal objet d'introspection. Exactement, oui. C'était déjà le cas sur les premiers morceaux que l'on a connus il y a 3-4 ans et ça reste quelque chose à explorer. Oui, pas 3-4 ans, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Il y a 3-4 ans, n'existait pas. Ouais. Mais oui, mais après, on est toujours... c'est un projet encore récent, donc on est toujours sur cette première vague d'écriture autour du couple, et puis c'est aussi ça qui a fondé le projet. C'est quoi qui vous fascine dans cette exploration de cette relation à deux ? J'ai envie de dire déjà que si tu regardes l'ensemble des compositions des chansons qui existent, si tu retires toutes les chansons qui sont sur l'amour et le couple, il y en a déjà plus beaucoup. Oui, enfin... voilà, donc, non, mais c'est déjà, je veux dire, par là, c'est un terme assez récurrent et assez prolifique. Et par contre, pour ma part, ce que j'y vois dans le couple, c'est simplement que c'est une micro-société dans laquelle on va retrouver tous les sentiments qui nous traversent, que ce soit la jalousie, la haine, l'amour, la fraternité, enfin, toutes ces choses... tous les sentiments qui nous constituent, et en cette sorte c'est un micro-laboratoire de ce qui peut rejaillir sur l'ensemble de la société. En fait, tu peux très bien parler de tout un tas de choses à travers le couple. Pensez local, vous verrez le global. Exactement. À part ça, il y a tout un pan de la chanson française qui traite des problèmes du monde, par exemple. Oui, bien sûr. Mais il en reste quand même pas mal aussi. Non, mais bien sûr qu'il en reste pas mal. Je vous ai demandé, en préparant cette émission avec vous, d'amener quelques disques qui pourraient nous faire comprendre aussi votre démarche artistique et comment vous en êtes arrivé à monter Metz. On évitera aujourd'hui de revenir sur Metz, Mélodie en sous-sol, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. C'est pas tout à fait de la musique underground, mais n'empêche que ça pourrait aussi y faire férocement penser. Donc vous nous avez amené 3 disques qui pourraient définir un peu les tenants et aboutissants de votre projet. Et là on va commencer par le premier. Mégane, ouais. Bachung, exactement, ouais. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup influencé. Ça reste une grosse référence pour nous. Ouais. On écoute et on y revient juste après. Mm-hmm.
Bashung, c'est pourquoi? C'est pour l'écriture, c'est pour l'instrumentation, l'univers sonore qui est derrière? Les deux. Et d'ailleurs, là, je réécoute Aucun Express et ça nous semble, quand j'entends ce clavier de début hyper planant, hyper aquatique, c'est vraiment ce qui nous complètement. correspond. Ça correspond un peu à ce qu'on a écouté comme premier morceau de votre album là, il y a 5 minutes. Ouais. C'est vrai qu'on est vraiment dans cet univers musical. Exactement. Bon, c'est peut-être le seul Bashung qui était autant marqué par l'électronique quand même et par les claviers. C'était peut-être un peu plus rock sur les autres. Voilà, après il y avait des claviers sur d'autres, comme sur Play, Mais sur dans des vieux albums, mais c'était dans un univers beaucoup plus rock, c'était mélangé au reste. Ouais, plus rock et plus dynamique, quoi, on va dire. Alors que c'est vrai que là, on est vraiment dans l'univers aussi que vous essayez de recréer. On va passer à un deuxième morceau qui va nous faire voir aussi peut-être une version un peu plus anglo-saxonne de vos influences. Juste le temps de caler le disque et peut-être en dire deux mots, Portiched. Oui, mais Portiched... En fait, dans ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement, on retrouve Bashung, c'est le côté texte, poétique. C'est vrai qu'au niveau d'écriture, on est plus dans cette lignée-là que d'autres. Enfin bref. Mais pour ce qui est de la musique, toutes les créations qui sont de base électro, comme peuvent être Portishead ou Björk aussi, des fois, on donne ça comme influence. Ou Massive Attack. Oui, Massive Attack, peut-être un peu moins pour... Dépêche Mode. Ou Dépêche Mode, voilà, dans cette façon d'utiliser, je dirais, l'outil informatique, les synthétiseurs et tous les appareils numériques pour rechercher des textures qui mélangées à l'analogique permettent de donner des couleurs qui soulignent le propos, quoi. Voilà. On écoute tout de suite. C'est vrai qu'on reste avec ce morceau de Portiched dans ce que Megan définissait comme musique aquatique. On est vraiment là-dedans avec un univers très tranquille, très cool. N'empêche que même sur ce morceau-là, et sans doute encore plus fortement dans votre musique, il y a une espèce de violence, de rage sous-jacente qui est quand même assez retenue dans la façon dont vous pouvez jouer et concevoir votre musique. Oui. Oui, mais là on l'entend aussi. On sent qu'il y a une retenue de rage sur ce morceau, par exemple, de Portiched. Pourquoi ne pas la laisser exploser, cette rage, cette violence, et la retenir? Ça s'appelle Mélodie en sous-sol. Donc tout ça reste en sous-sol. Et après, il y a c'est en sous-sol par rapport à ce qui est projeté à l'extérieur et l'apparence qu'on donne. Quoi. Mais voilà, la musique, elle est là aussi pour ça, pour projeter une intimité vers l'extérieur, qu'on peut pas forcément donner par la parole, qu'on peut pas forcément exprimer directement. Voilà. Donc c'est une façon peut-être pudique de s'exprimer. Le côté visuel est très important pour Metz, et il y avait cette photo qui accompagnait votre première démo il y a 2 ans, où on vous voyait face à face avec le haut du crâne qui était en train d'exploser. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à votre musique, cette façon de se regarder, mais à un moment donné d'imploser face à face comme ça. Et puis tout ça se passe au niveau de la tête, quoi. C'est mental, ça se passe à l'intérieur. Voilà, et c'est pour ça aussi que c'est comme si on était dans une tête, quoi, dans des espèces de conflits qu'on a tous à un moment donné dans notre vie, hein. De la colère, de la haine, et ça reste à l'intérieur, et ça, on évite à projeter. Et de la tendresse aussi. Et de la tendresse aussi, oui. La tendresse sur cette photo, je ne l'ai pas bien vue, mais je la regarderai avec plaisir. La haine, c'est l'amour aussi. D'accord. Ouais. C'est aussi une définition du couple. Cette façon un peu de retenir un peu l'énergie et de retenir un peu la rage, ça a une conséquence sur l'écriture des textes?
Sur l'écriture des textes. Ouais, ça veut dire on choisit pas n'importe quel mot. Évidemment qu'on choisit pas n'importe quel mot, sinon. Mais il y a une façon quand même d'écrire qui renforce aussi cette rage retenue. Là, tu me poses une colle. Ah, mais tant pis, j'aurai la réponse à la fin de l'entretien. Oui, enfin, ça fait partie. C'est quand même, c'est retenu de façon consciente dans l'écriture. Si c'est ça la question, oui. Mais après, comment dire. Je peux pas dire plus que ça. Voilà, par exemple, sur les textes tels que on peut les écouter sur l'album, il y a des chansons qui fonctionnent par exemple que par ajout de mots, que par c'est pas forcément complètement des phrases finies, mais c'est des impressions qui sont jetées, qui sont jetées, qui sont empilées, qui sont mises bout à bout. Comme si rechantait des choses qui lui rentrent dans la tête. Exactement. Au fur et à mesure de ce qu'il peut voir ou de ce qu'il peut par ressentir. Impression juxtaposée. Et je me demandais si c'était ça aussi le travail de l'écriture. C'était... Oui. Ah oui, carrément, oui. C'était essayer de ça s'est fait de manière consciente et voilà, affiché. Après, on peut écrire de façon aussi, je dirais, plus littéraire et de façon avec une histoire qui se suit, qu'on peut lire, qu'on peut suivre assez facilement avec un fil conducteur ou plus sur un mode impressionniste. Voilà. Ou, sur des flashs que vous balancez comme ça en même temps que... Et un flash suivant l'autre peut faire monter l'intensité. Voilà. Et effectivement, si vous écoutez l'album, vous apercevrez que l'intensité, elle monte, mais jamais ou rarement, elle explose, sauf sur le morceau qu'on écoutera tout à l'heure, où il y a un magnifique solo de guitare qui termine le morceau. On se dit, enfin. Troisième extrait de votre petite discothèque personnelle. Saturné, ça te dit? Tu peux me le dire si t'as peur. Dénuder les fils, dénuder les filles. Grand Blanc, deux mots sur Mégane, sur ce groupe, cet artiste. On est hyper fan de Grand Blanc. Et d'ailleurs, on a eu la chance de faire leur première partie au Rockstore à Montpellier il n'y a pas longtemps. C'était juste un pur bonheur. Ils ont pas mal d'influences, notamment à la Bachung, avec en même temps des textures modernes. C'est juste trop bien. C'est un groupe qui vient d'où? C'est un projet qui vient d'où? Ils sont de Metz. De Metz. C'est marrant. Ah, c'est drôle. La ville. Maintenant, ils sont à Paris maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Christophe. Voilà. Mais après, c'est plus rock qu'on fait, mais il est très énergique. Le premier album est plus rock. Enfin, sur scène, c'est assez énergique. Ça reste assez énergique. C'est très très chouette. Et c'est vrai qu'à l'écoute des trois extraits là que vous venez de nous proposer, on a vraiment une idée de ce qui construit un peu votre univers, avec ces nappes de clavier et de machines qui sont omniprésentes dans vos compositions, et après cette façon aussi d'écrire. Alors j'allais dire, il y a des choses très poétiques et une façon aussi très grandiloquente de pouvoir énoncer le texte, avec un peu d'emphase là qui fait aussi que, par exemple, dans la diction, vous prenez une grande énergie pour bien délier les mots. Enfin, je veux dire, il y a une façon aussi de dire le texte qui est assez, qui vous est propre pour le coup. C'est possible. Après, c'est pas une façon de, mais c'est pas un reproche, grandiloquent. Non, j'ai pas dit. Voilà. Oui, non, mais j'ai pas dit, mais c'est de bien délier les mots. Je sais pas. Après, ça dépend aussi des intentions. Et là aussi, par rapport aux intentions, il y a une façon de dégueuler le texte, de sortir la rage d'un coup que peuvent avoir un certain nombre de vos collègues. Vous êtes vraiment pas là-dessus. Vous êtes dans une façon tranquille d'annoncer ce qui arrive. Oui, c'est peut-être la façon de le ressentir, tout simplement. Je crois que c'est vrai, et c'est vraiment la mienne. Après, on a aussi d'autres projets qui sont rock, enfin qui n'ont rien à voir avec Mélodie en sous-sol, et sur lequel l'énergie, là, on va retrouver. Ouais, et ça sera sans doute les watts. Et ça sera sans doute une autre façon de dire la chanson et de dire Exactement. le texte. Mais là, on est vraiment, ça s'appelle Mélodie en sous-sol à l'origine. C'est vraiment, on est sur quelque chose d'intimiste ou des rages intérieures. Donc, je pense que c'est pour ça que il y a ce côté-là qui reste interne et qui fait que sur l'ensemble du chant, oui, voilà, on est dans cette rage contenue. Oui.
Enfin, après, il n'y a pas que de la rage, il y a des choses, non, il y a des choses très, très tendres aussi. Voilà, il y a des choses qui sont tendres. Cette pauvre Suzanne Ribes ne vit pas que l'enfer sur Terre. Non. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel, avant de continuer un peu à parler de cet album, donc qui sortira de manière officielle et qui sera surtout fêté officiellement jeudi prochain lors d'un concert avec un double plateau. On parlera tout à l'heure de la personne qui partagera la scène avec vous ce soir-là, donc d'un double plateau jeudi prochain, 8 novembre à Job. Je voudrais aussi vous faire écouter deux morceaux qui, quand j'ai réécouté l'album, effectivement m'ont rappelé un certain nombre de choses que j'avais pu écouter il y a quelque temps à Toulouse. Et on va écouter ce premier morceau. Ça, il s'agit de Caméra, un groupe arrivé sur la scène toulousaine aux alentours de 98-99. Ça, c'est un morceau enregistré en 2003. Il y avait un grand débat autour de cette table pour savoir si cette version qui était une démo valait la version qui est sortie un peu plus tard sur l'album de Caméra. Moi, personnellement, c'est cette version que je préfère. D'accord. Christophe. C'est lui qui chante, puisque Caméra, c'était le groupe que vous aviez monté avec Olivier Prine et Arnaud Massé. Oui, tout à fait. Ouais. C'était le projet des années 2000. Voilà. Avec un début de noyau électro qui se montait à Toulouse. Il y en avait comme ça 2 ou 3 éparpillés en ville. Et vous faisiez partie d'un de ces noyaux de la scène électro-toulousaine. Oui, électro, après, c'était quand même un groupe de base rock, on va dire, mais effectivement, avec plein où Arnaud Massé amenait déjà toute une partie clavier. On avait la volonté d'enrichir les compositions avec tout un tas de textures, de recherche de son. Oui, on était déjà là-dessus, oui, complètement. Quoi. Avec Caméra, un projet qui a quand même tenu une grosse dizaine d'années. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est là que vous avez rencontré Mégane qui est arrivée à un moment donné sur ce projet. Alors, l'histoire de Caméra, c'est une dizaine d'années, de 98 à 2008, un arrêt de 4-5 ans. Après, on a recommencé un projet petit à petit, mais en fait, on n'a plus utilisé aucun morceau de la première dizaine, donc c'est vraiment un autre projet. Cette première vague, celle qu'on entend, c'est arrêté en 2008 et n'a pas vraiment de suite. On a réutilisé le nom, mais voilà, donc il y a eu deux autres disques qui sont sortis. 2 EP de 4 titres sur une certaine esthétique. C'est un projet qui continue encore en quelque sorte, c'est-à-dire que les personnes qui ont participé, mais là on est même en train de se poser la question avec des nouvelles compositions à reformer toute une identité, parce que ça n'a vraiment plus rien à voir, quoi. Enfin en tout cas l'esprit n'a plus rien à voir, voilà. Et donc quand je pensais à votre album actuel, ça me faisait penser effectivement à des choses qu'on avait pu écouter avant, et des gens qui étaient aussi liés à votre histoire à ce
moment-là, et notamment l'artiste qui va suivre là, toulousain, qui a sorti là aussi quelques albums dans les années 2000, qui faisait partie de ce noyau électro-hip-hop dans ces années-là, qui sera un de vos invités du 8 novembre, puisque j'ai vu que sur la liste des invités, il y était convié. On écoute un extrait d'un album qui était sorti dans les années 2005-2006, je pense. Et on en reparle juste après. Undergang, DJ, machiniste, inventeur de sons électro mixé à du hip-hop, plutôt furibar lui pour le coup, et quelqu'un qui était venu vous voir au moment de Caméra. Si je me souviens bien, il a été impliqué, non, sur le projet Caméra? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment s'est fait la rencontre avec Undergang, puisque c'est de lui dont on cause? Comment s'est fait la rencontre? On l'avait invité à venir, on avait fait organiser un petit concert privé quand on avait 3-4, enfin je sais plus combien, on avait 7 morceaux peut-être à jouer tout au début, il y a à peu près 2 ans. Donc voilà. Au début de la carrière de Metz. Voilà, exactement. Et voilà, on avait invité un certain nombre de personnes, dont lui, voilà, et comme il a beaucoup apprécié, et bien après on a commencé à travailler ensemble. Ah oui, alors c'est pas sur Caméra qu'il a été impliqué, c'est sur le premier projet de Metz. Si, sur Caméra il a fait une chose, il a tourné un clip. Il a fait un clip, mais c'est vraiment anecdotique. Oui, c'est anecdotique. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pu apporter, par exemple, à l'univers de Metz? Après, il a réalisé quelques titres, il a mixé l'ensemble du disque. Déjà, il nous a apporté un retour musical, des corrections sur retravailler des refrains, c'était surtout un regard extérieur, des apports sonores carrément aussi. Il a carrément écrit des parties et voilà. Mégane? Au niveau visuel aussi, parce qu'il nous a fait tous nos clips. Voilà, il nous a fait Ma tendresse à l'écro. Je parlais juste de l'audio, parce qu'après, oui. Il nous a fait Brouillard sur nous ailleurs. On a aussi un clip qui va sortir prochainement, c'est lui aussi qui l'a réalisé. Voilà, plus d'autres choses qui vont arriver aussi. Avec ce côté quand même assez important pour les images, vous avez des images assez soignées, un univers qui reste à peu près dans les mêmes thèmes, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes des choses qui sont glacées, pas glaçantes, mais un univers assez glacé, assez lointain. C'est quelque chose qui est né comment, cette façon de concevoir votre univers d'images sur ces terrains-là, avec des tons très pastels et c'est vrai, des ambiances très glacées. Oui, ça pourrait être même, je pense au mot sophistiqué. Vraiment. Oui, ça peut l'être, oui. Voilà. Ouais, je peux souscrire à ça. Dans le sens scientifique du mot, quoi, pas émotionnel. Je sais pas où, dans quel... comment c'est né ce projet visuel qui reste toujours le même. Il y a une cohérence depuis le début de Metz. Ça correspond à la musique en fait. La musique, il y a toutes ces textures numériques, toutes ces textures presque, j'ai envie de dire, urbaines, parce qu'on associe souvent l'urbain à des textures plutôt machines et le côté évidemment analogique, que ce soit la voix, la guitare ou d'autres instruments qu'on peut faire intervenir. Et ça se retrouve dans l'image. Donc dans l'image, on va retrouver aussi ce côté peut-être, comme tu nommes ça, glacé, soigné. Après, oui, parce qu'on est aussi attaché à avoir des belles images qui portent le morceau. Et qui donne, comme on a des morceaux aussi assez ambiants, enfin ça fait partie du rêve, et puis ça fait partie aussi de nos références cinématographiques. Qui sont au moins on a en commun Tim Burton, donc pour le côté un peu féerique, fantastique. Mais baroque peut être Tim Burton, ce que n'est pas du tout, ce que ne sont pas du tout vos clips, par exemple. Non, bien sûr, non, mais il y a... Oui, il y a le côté féerique, oui, ça c'est sûr. C'est ça. Peut-être quelque chose comme ça, voilà. Pour en revenir sinon à Cédric, tu me demandais, mais
Après, ce qui est très intéressant aussi avec Cédric, c'est que c'est quelqu'un de... Donc Cédric Undergang. De Cédric Léal, donc alias Undergang, qui est vraiment quelqu'un en plus de très efficace, quoi. Il est assez impressionnant d'efficacité. Il va assez droit au but et voilà. Donc les choses vont vite, on se comprend bien, donc c'est très agréable de travailler avec Cédric, quoi. Dans quelles conditions s'est réalisé cet album, donc les radiations de Suzanne Ribes? Bonnes conditions. Bonnes conditions. Quel studio? Comment? À la maison, dans un studio? C'est un EP de home studio. D'accord. Voilà, c'est vraiment home studio. On n'a pas été... on a fait l'essentiel à la maison, quoi. Et après, c'est la confrontation avec Undergan qui fait que dans son studio, petit à petit, vous avancez au niveau du mixage, au niveau du retravail de certaines parties, des choses comme ça. Exactement, oui. Voilà, avec des échanges, quoi. Donc je le disais en début d'entretien, on vous voit jeudi prochain, 8 novembre, à l'espace Job, avec plein d'invités. Vous nous avez amené plein de disques aussi de gens qui vont vous accompagner, notamment Budapest, donc un des groupes qui sera invité. On n'aura peut-être pas le temps d'écouter un morceau, mais vous pouvez un peu nous dire le déroulé de cette soirée-là, et on parlera aussi de Miègeville qui va être avec vous sur ce coup plateau, voilà, puisque lui aussi fête la sortie de son premier album. Exactement. Mais déjà sur votre partie, comment ça va se passer, Mégane? Au niveau de notre set, du coup, on a invité plusieurs personnes. Donc effectivement, il y a Budapest, il y aura aussi Undergang, il y aura Fabien alias Favo, ex MP 1.2 notamment, qui est aussi sur Ben Michel maintenant, anciennement Yellow. Et aussi Saïdi Dreyfus qui travaille avec moi à l'école de musique Momensol, qui est altiste. Et du coup, ils vont venir sur certains de nos morceaux, venir jouer, venir chanter, venir apporter leurs pattes aux morceaux. Voilà, on voulait vraiment quelque chose de collaboratif, quoi, quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une release party, donc... Voilà, quelque chose qui n'a pas été fait sur l'album, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà, oui. C'est vraiment l'apport de la scène, là. Oui, bien sûr. Après, sur scène, on a des morceaux qu'on réinterprète d'une manière différente aussi, qui sont pas forcément à l'image de ce qu'on a sur le disque, même si la trame est la même. Voilà, ça a arrangé pour la scène. Et oui, mais ça va être, je pense, une chouette soirée. Voilà, on a plein d'invités. Ce sont des gens qui d'une manière ou d'une autre, on a croisé sur la route de notre parcours avec Metz, et c'était ça l'idée. On a invité tout un tas de gens, et voilà. En regardant un peu votre calendrier, je me suis aperçu quand même que depuis octobre, entre octobre et mi-novembre, vous avez une quinzaine de dates, ce qui est quand même assez important, assez important pour... On a bien enchaîné. Oui. Avec des premières parties plutôt chouettes. Cats on Trees, vous avez fait deux premières parties pour... Exactement. Comment ça, là aussi, la rencontre, c'est eux qui viennent vous choisir, vous connaissez depuis longtemps? Oui, on se connaît, donc c'était voilà, on en avait parlé, on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée, donc on attendait juste l'occasion que ça puisse se faire, et puis ils nous ont proposé, leur tourneur était ok, donc voilà, c'est tombé un peu sur le torse. Mais voilà, on est parti à Toul, on est parti à Gérardmer, avec eux dans le tourbus pendant 3-4 jours. Et c'était une très chouette expérience. Avec du coup un public à conquérir, là. Ouais. Parce que ceux-là, ils viennent pas forcément pour écouter Metz. Non, c'est sûr, mais le public de Cats and Trees est un public très bienveillant. Ils sont super. Dès le premier morceau, ils sont là, les yeux écarquillés. Et franchement, ils ont été super, quoi. Voilà, et on a vendu plein de disques. Donc, c'est que... Oui, ce qui est un signe. Voilà. Ce qui est un signe. Donc voilà, Metz, Mélodie en sous-sol, duo, je le disais, électro-chanson, viennent de faire sortir ce que moi j'appelle son deuxième album, mais effectivement, le premier étant une petite démo qui a quand même été vendue à la sortie de certains concerts. Le premier officiel, c'est celui-là, donc Les Radiations de Suzanne Ribes, donc qui sera fêté comme il se doit jeudi prochain
8 novembre à l'espace Job. Et je le disais, avec la présence en coplateau, c'est qui commence? C'est vous? C'est Miègeville? Non, c'est Miègeville qui a un set assez court. Assez court qui fait l'ouverture de la soirée. Voilà. Et qui lui aussi sort son premier album pour le coup. Oui. Tout à fait. Donc 2 artistes à Job, dont Metz, avec plein d'invités. On le rappelait tout à l'heure, il y aura Favo, il y aura Budapest, il y aura Undergang. Et puis pour une soirée qui venez nombreux, ça va être super. Qui permettra de découvrir un autre côté de la scène toulousaine. Vous viendrez, écoutez, peut-être. Moi j'y serai parce que moi je suis pas sûr. Je vous y accompagnerai. Ah mais bien, tu vas voir. Et amène tous tes copains. Voilà, et donc pour se quitter, on va écouter un deuxième morceau dont tiré de cet album de Metz, J'attends, celui dont je disais que tout à l'heure c'est peut-être le seul morceau où il y a un peu de cette rage contenue qui s'exprime avec un solo de guitare plutôt bien foutu. Et qui arrive à bon escient et on se dit ouf, super, ça pète. Voilà, Metz, c'était nos invités de ce soir et vous pouvez donc les retrouver sur scène. C'est quand même là qu'est leur principal travail, leur principale activité sur scène. Donc jeudi prochain à l'espace Job, ça sera le 8 novembre et ça commence à 20h30. Metz, J'attends. Merci d'être venu nous voir ce soir. Et merci beaucoup. Au loin le stade exulte, des jeunes s'insultent, se répandent en haine au vent des fumigènes. D'est en ouest, les foules manifestent. Ils invoquent des dieux, moi qui n'ai Dieu que pour toi. J'attends, j'attends, j'attends que tu reviennes. Un homme crie au rassemblement pour le pays, pour la nation. Les gens hurlent, tes drapeaux brûlent dans le pli de tes paupières. Je me suis planqué, je me suis planqué. J'attends, j'attends, j'attends que tu reviennes. J'attends, 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 j'attends que tu reviennes, que tu comprennes. J'attends, 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 j'attends que tu reviennes. Les radios et les chaînes, que tout s'éteigne. Que l'on cesse de courir, que l'on ne pense plus au pire, au pire. Au pire.
En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, donc Metz, c'est jeudi prochain, 8 novembre, à l'espace Job, pour la sortie de ce premier album, Les Radiations de Madame Ribes. Ça, c'est pour ce jeudi, 8 novembre, mais d'ici là, il y a plein de concerts à écouter, et notamment ce week-end, avec un week-end chargé, puisque le Minotaure continuera à faire ses déambulations en ville, accompagné par sa compagne fidèle, l'araignée, et celle-là c'est pas une super héroïne, donc Astrion le centaure et Ariane l'araignée, à raison de 3 sorties par jour, le matin la déambulation de l'après-midi et la clôture de fin de soirée. Et bien vous aurez droit à ça ce soir encore, demain toute la journée, et puis dimanche avec le dernier acte, dimanche qui se passera sur le Pont Neuf de 19h30 à 20h30. Donc ça c'est pour le magnifique spectacle Le Gardien du Temple par la compagnie La Machine de La Rosière, donc François de La Rosière, le concepteur de ce spectacle, qui avec ses équipes a construit ces machines quand même assez somptueuses. Je ne sais pas si vous étiez hier du côté du Pont Neuf lorsque l'araignée est partie de son nid à l'hôpital Lagrave, à Saint-Jacques. C'était absolument fabuleux, avec à un moment donné elle descend du ciel complètement entourée par de la neige. On avait l'impression d'être en décembre. C'était absolument somptueux. Donc tout ça pendant tout le week-end, le Gardien du Temple, le Minotaure et l'araignée. Et puis il y a quand même de la musique, avec par exemple ce soir à l'itinéraire bis une soirée goguette. On prend une chanson, on y met de nouvelles paroles, ça fait une goguette, si possible les paroles hilarantes, et ça fait quelquefois des spectacles même réussis, à vérifier ce soir donc à l'itinéraire bis à partir de 20h30. Le trio à la Ventoux sera lui à Maison Blanche. Le trio à la Ventoux, c'est du Faureau à Arnaud Bernard, quoique de plus normal. Ça commence à 21h et c'est donc à Maison Blanche. Aïda Sanchez, on le disait en début d'émission, sera elle à 21h30 au Bijou. Et puis du côté du Taquin, on pourra écouter Toys, un trio de jazz avec Pierre Deiro à la batterie, Julien Dutu à la contrebasse et Étienne Manchon au piano. Ils seront donc au Taquin ce soir à partir de 21h. Et puis pour continuer avec le Taquin, n'oubliez pas le deuxième Freddy Taquine, le dernier deuxième de la saison, le Freddy Taquine de ce mois de novembre, une programmation concoctée par Freddy Moraison au Taquin tous les premiers dimanches du mois, avec ce dimanche à partir de 17h 3 solos, celui de Mathieu Verchowski, c'est un violoniste, celui de Romain Baudouin, c'est un joueur de vielle à roue, déjà vu ça l'année dernière au Rex, et c'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec une vielle à roue et quelques pédales et machines. Et puis le troisième solo, ça sera celui de Nicolas Lafourest à la guitare, le guitariste de Cannibal et Vainé. Et puis ces trois-là se réuniront ensuite en trio pour une rencontre complètement improvisée pour finir ce set, donc qui commence à 17h dimanche au Taquin, et c'est le deuxième Freddy Taquine de la saison. Et puis ce soir, on pourra retrouver la bande de Marc Desmoreaux, une des bandes de Marc Desmoreaux, le Tigre des Platanes, avec Fabienne Duscoms à la batterie, avec Pierrot Pépin à la trompette et avec Ember à la contrebasse, Marc Desmoreaux au sax, le Tigre des Platanes à 20h30 à l'impro. Je disais en début d'émission que Aïda, c'était un des concerts de la soirée. L'autre concert de la soirée, c'est celui-là, assurément, à l'impro. Le retour du Tigre des Platanes. Et on va se quitter avec ce Tigre des Platanes que vous entendez juste derrière moi. Il y a un double menton, un costume, un jour.
Voilà, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Je vous rappelle, le Tigre des Platanes, c'est à l'impro. C'est ce soir, c'est à partir de 20h30. Et puis nous, on va se quitter là-dessus. Dans quelques minutes, vous retrouvez We Funk et B-Side. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel.